Alors, on va commencer par un petit exercice. En fait, le contexte, c'est que on veut caractériser les nombres de Piso, hein, ces nombres qui sont racines d'un polynôme entier unitaire, avec les autres racines qui sont de modules strictement inférieurs à 1, et ce nombre est réel, strictement supérieur à 1. Voilà. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 1. On peut dire que 1 est un nombre de Piso. Ok. Donc, euh, on veut caractériser ça, et bon, on a vu que il y avait une caractérisation possible, en tout cas déjà un début, une implication, qu'un nombre de Piso, forcément, quand on va prendre la suite géométrique de premier terme 1 et de raison ce nombre de Piso, on va obtenir une suite de presque entiers. Une suite de presque entiers, c'est juste une suite de réels tels que modulo z, c'est-à-dire dans R sur z, elle tend vers 0. Ça veut dire qu'en tant que suite de réels, elle va coller avec une suite d'entiers, finalement. Alors, pour montrer une réciproque de ça, on va passer par une preuve qui est un petit peu tarabiscotée, mais euh, chaque étape est instructive, chaque étape peut apprendre quelque chose pour un agrégatif, pour un agrégé, pour un mathématicien même confirmé. Vous allez voir, on va commencer déjà par ce petit exercice. A priori, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Vous prenez un polynôme ici dans z de x. Alors, il n'est pas unitaire, hein, celui-ci, mais c'est un polynôme coefficient dans z. On va appeler alpha i de 1 à r les racines. On va supposer qu'elles sont 2 à 2 distinctes. Et on veut résoudre ce système-là. Alors en inconnu, x1 jusqu'à xr, voilà les xi, d'accord. Vous reconnaissez ce qu'on pourrait appeler un système de Vandermonde, c'est-à-dire que la matrice ici du système, c'est une matrice de Vandermonde avec des 1 ici, voilà. Et on veut résoudre ça, et on veut le résoudre dans un cadre général, c'est-à-dire qu'ici, je mets des y, une colonne grand Y quelconque. Bon, et j'affirme que, bon, si on veut trouver x indice j, eh bien, on a x indice j, c'est 1 sur delta j, si vous voulez, delta j va être non nul, somme de certains coefficients bêta jk, yk. Alors, delta j, voilà, est donné ici juste en fonction de alpha j et al. Donc, L va aller de 0 à R, voilà ici. Si vous voulez, ça veut dire que delta J, ici, il appartient à Z de alpha J. Voilà, ce qui peut paraître assez surprenant, hein, d'accord, que les autres alphas ont disparu. Il y a juste alpha J pour XJ. Voilà. Et ici, vous avez bêta JK qui est égal à une somme ici, pour L compris entre K, strictement compris entre K et inférieur ou égal à L, de ceci, toujours alpha J, et ça appartient à encore Z de alpha J. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Donc ici, on a les coefficients A, qui étaient les coefficients du polynôme de départ, okay, et ce alpha J, qui est une des racines. Là. Voilà. Alors, une information qui peut paraître étonnante, c'est que xj s'écrit comme quotient de deux polynômes à coefficient entier en alpha j. Voilà. Alors, comment on montre ça? Généralement, bon, on va dire un bon étudiant en licence connaît, a rencontré la matrice de Vandermonde. Il sait calculer son déterminant. Le déterminant de Vandermonde, c'est le produit ici des, on va dire, des alpha j moins alpha i pour i strictement inférieur à j. Voilà. Alors, autant les étudiants connaissent ce déterminant, mais généralement ne savent pas inverser une matrice de Vandermonde. Et ça, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Et vous voyez que ce résultat un petit peu complexe, revient
à inverser une matrice de Van der Monde. Et une matrice de Van der Monde, l'inverser, c'est quand même pas facile. Alors, pour résoudre ce système, l'idée géniale, c'est de transposer. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez ce système, c'est un système général, parce que le membre de droite est un membre général, donc résoudre ce système revient à inverser cette matrice de Van der Monde, dont on sait qu'elle est inversible. Mais inverser une matrice revient à inverser sa transposée. Donc ça revient à résoudre le système général transposé. Donc j'écris le système, hein, un système équivalent. Attention, les xi et les yi ne sont pas les mêmes ici, hein, ça ne veut pas dire on trouve les mêmes solutions. Mais je dis que ça revient à résoudre ça. Voilà. Et là, ici, on a la matrice transposée. À quoi ça sert de transposer la matrice? C'est que cette fois-ci, quand on va multiplier cette matrice-là par cette colonne-là, eh ben, on va obtenir un certain P de alpha j, où P c'est le polynôme dont les coefficients sont les xi. Là, j'ai ordonné, j'ai renuméroté ici avec des x0 et r-1, c'était mieux. Et à quoi ça sert de finalement d'obtenir des polynômes? Parce que c'est ça qui est intéressant, bah, c'est que les polynômes, ici on était dans un espace vectoriel, alors que là, on est dans un anneau de polynômes. Donc on a une structure supplémentaire qui est la multiplication. Et cette multiplication va nous apporter une solution bien connue, celle qu'on appelle des polynômes interpolateurs de Lagrange. C'est-à-dire que ce problème-là, puisque les alpha i et j ont été supposés distincts, et ben, ça possède cette solution-là, pardon, ici c'est yj, et voici la solution. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez xi, eh bien, ou xj, ben, il faut connaître le terme en grand X puissance j là-dedans. D'accord? Il faut aller le chercher. Alors, pour aller le chercher, eh bien, donc là vous reconnaissez, hein, c'est la formule des polynômes interpolateurs de Lagrange, hein, que tout le monde doit bien connaître. Et ici, vous avez, là, je vais remplacer lui par, ça se produit à un facteur AR près, c'est juste f de x divisé par x moins alpha j, puisqu'on n'a pas pris le terme en x moins alpha j. Voilà. Donc j'ai pas mis le terme AR ici, parce qu'il va s'éliminer ici, parce que ici, qu'est-ce que c'est que ce produit de alpha j moins alpha k pour k différent de j? Eh bien, vous factorisez f avec les racines, vous dérivez et vous évaluez en alpha j, et vous allez tomber là-dessus avec encore ce AR près, qui va du coup s'annuler, hein, s'éliminer, et donc voilà la formule. Donc maintenant, on arrive à comprendre que les x ici s'écrivent uniquement en termes de alpha j, alors que ici il y avait des alpha k différents de j partout, d'accord? Mais à partir du moment où f est un coefficient dans z ici, et ben ça y est, c'est là qu'un certain miracle, que la théorie de Galois peut prédire. Ceux qui connaissent un petit peu la théorie de Galois, hein, peuvent essayer de s'amuser à en déduire, à montrer sans calcul, d'accord, que l'élimination des alpha k différents de j, c'était incontournable, hein, il devait s'éliminer. Mais maintenant, si on veut le faire, et ben là, c'est comme ça qu'on peut le faire. Voilà, alors maintenant, il ne reste plus qu'à comprendre ce quotient. On sait que, en tant que polynôme, regardez, x moins alpha j divise f de x, et même comme ici, on a un polynôme unitaire,
on va avoir que des coefficients dans z de alpha j quand on va effectuer la division euclidienne. Alors, je vais vous donner une petite formule, et puis après, on dira qu'on a résolu ce problème. Alors là maintenant, pour trouver les solutions de notre système, mais transposées, on est passé par les polynômes interpolateurs de Lagrange, que l'on a réarrangé comme ceci. Alors ici, je mets f' de alpha j. Il me semble que j'avais fait une typo, j'avais mis p'. Et ici, voilà, toujours j de 0 à r-1. Et ici, pour obtenir les solutions du système, il suffit ici d'obtenir les coefficients en x, c'est-à-dire de diviser, d'effectuer la division euclidienne de f de x par x moins alpha j. Et c'est là qu'on tombe sur une identité remarquable qui est, bon, je pense à bien connaître, parce que tout le monde sait qu'un polynôme a pour racine alpha si et seulement si x moins alpha divise ce polynôme, mais que vaut le quotient, Alors le quotient, ici, donc vous avez le polynôme qui est ici, il vaut AR, XR-1 plus AR-1 plus alpha AR, XR-2, etc. Et voilà la forme générale d'un coefficient en XJ. Vous voyez, vous partez de AJ plus 1, il y a un petit décalage à cause du fait qu'on est descendu d'un degré, et puis après, vous évaluez en alpha, mais un polynôme qui a été décalé. Voilà. Ce qui fait que quand on arrive au terme de degré 0, ici, eh ben, on a presque le polynôme, mais si on regarde le reste, donc là ça va être la dernière étape, et bien là on a le polynôme évalué en alpha, donc évidemment ça fait 0, puisque alpha est racine. Mais si alpha n'avait pas été racine, on aurait quand même une identité remarquable pour tout alpha, où alpha n'est pas forcément racine. Donc ça vaut le coup d'avoir ça dans sa musette. Voilà, donc, bon, en gros, ceci va nous donner des formules pour inverser une matrice de Van der Monde transposée par rapport à ce qu'elle était au départ, et puis ensuite, vous inversez votre matrice, et ça va donner les solutions qui ont été annoncées. Peut-être ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce phénomène incroyable que ici, avec les AI dans Z, alors la solution unique évidemment xj pour un j fixé ne dépend que de alpha j, c'est-à-dire que c'est un polynôme à coefficient dans Q que de alpha j. Donc je conseille de faire un exercice à ceux qui connaissent un peu la théorie de Galois, de voir que la théorie de Galois prévoyait, juste avec la correspondance de Galois, en écrivant les alphas, je pense qu'il faut écrire les alphas comme des indéterminés pour que ce soit plus simple, faire travailler en générique, mais ceux qui connaissent un peu la théorie de Galois peuvent essayer de montrer que ce résultat, assez incroyable, était déjà prévisible par la théorie en un claquement de doigts. Voilà, on continuera dans une prochaine vidéo la caractérisation des nombres de Piso. Là, c'était juste une petite parenthèse enchantée sur Van der Monde.